Bonjour, je suis le docteur Thibaut Fraisse, je suis infectiologue et gériatre au centre hospitalier d'Alès-Cévennes. Dans le cadre du programme Paprika, soutenu par le Ginger et la mission Primo, je vais vous présenter les éléments de prise en charge d'un résident avec un syndrome inflammatoire ou une fièvre isolée. Nous allons voir quelques éléments de définition avant de voir les particularités sémiologiques de l'infection en gériatrie et en particulier les atypies, la suspicion d'infection, quelle est l'évaluation à faire dans l'urgence, les points clés de l'examen clinique. Ensuite, les fièvres non infectieuses à connaître et les examens complémentaires à proposer en première intention. Pour commencer par les définitions, pour la fièvre, la définition, il n'y a pas de définition consensuelle, mais il y a plusieurs définitions possibles. La plus classique est celle de l'élévation de la température centrale corporelle à plus de 38 le matin ou 38,3 le soir. Une définition un peu plus pragmatique, en particulier utilisable en gériatrie, c'est une élévation de la température de plus de 1 degré par rapport à la normale du patient. Normalement, la température doit être prise au repos et à jeun pour éviter l'élévation de la température liée à la digestion ou à l'effort physique. Attention, avec la prise de température tympanique, les bouchons de cérumen en particulier peuvent fausser cette prise de température. On distinguera deux cadres de fièvre, la fièvre aiguë de moins de 5 jours avec des causes plutôt infectieuses, virales ou bactériennes, par rapport à la fièvre chronique qui dure depuis plus de 3 semaines, où là les diagnostics différentiels sont plus nombreux avec des causes non infectieuses plus fréquentes. Les particularités de l'infection en gériatrie, sont de 2 ordres. D'une part, la problématique infectieuse est extrêmement fréquente du fait du vieillissement du système immunitaire, du fait de la présence de matériel étranger comme des prothèses, que ce soit des prothèses articulaires ou du matériel, cardiaque comme les pacemakers ou les prothèses valvulaires. La dénutrition qui est fréquente, les comorbidités et leurs traitements, parfois immunosuppresseurs, qui font que les infections sont extrêmement fréquentes chez le patient âgé. Et on a aussi des particularités gériatriques de ces infections avec une sémiologie qui peut être trompeuse. On va voir dans quelques diapos les particularités sémiologiques et aussi la fréquence de pathologies non infectieuses qui peuvent ressembler à des infections comme les artérites microcristallines en particulier. Donc il y a une prise en charge particulière pour le patient fébrile atteint de âgé. L'infection sans fièvre en gériatrie, donc la particularité de la gériatrie, c'est l'atypie sémiologique qu'on entend souvent. Il faut savoir qu'à peu près 20 à 30 des patients bactériémiques n'ont pas de fièvre ni de frissons. Donc c'est une réalité, clinique, avec aussi la possibilité d'avoir des symptômes moins fréquents au niveau respiratoire, par exemple. Les patients, âgés souffrant de pneumonie n'ont une triade avec la toux, la fièvre, que dans la moitié des cas complète. Par contre, on trouve fréquemment d'autres symptômes comme l'élévation de la fréquence respiratoire ou des signes isolés. Au niveau digestif, les douleurs abdominales ou la défense peuvent être aussi absentes. Par exemple, dans la diverticulite, la moitié des patients ont une apyrexie et un quart n'ont pas de défense. Mais à côté de ça, si on veut regarder le verre à moitié plein, la moitié à trois quarts des patients vont avoir des points d'appel classiques qui vont orienter vers un processus infectieux avec des signes plus classiques. L'absence de signes typiques ne veut pas dire non plus l'absence de signes complètement, et en particulier l'absence de signes de sepsis qui peuvent être retrouvés même si le patient n'a pas de fièvre ou n'a pas de dyspnée. Et donc, on va avoir des éléments qui vont quand même nous orienter vers un processus infectieux, même si tous les signes typiques classiques qu'on apprend dans nos cours de sémiologie ne sont pas présents. Et donc, il est particulièrement important de connaître ces signes de sepsis ou de gravité de l'infection. Cette sémiologie, elle est trompeuse avec l'absence des signes que je viens de vous présenter. Un interrogatoire qui peut être limité, en particulier en raison des troubles cognitifs que peut présenter le patient ou certains déficits sensoriels comme la surdité ou d'autres troubles. Les syndromes gériatriques sont aussi des éléments qui peuvent rendre compliqué le diagnostic d'une infection avec la présentation d'une infection sur un mode de confusion ou de chute. Et enfin, les sémiologies d'emprunt, qui sont les décompensations d'organes, qui peuvent prendre le pas sur la problématique infectieuse. Par exemple, un patient qui fait un OAP au décours d'une grippe, et ça va être la problématique de l'OAP qui va passer au premier plan. Pour moi, essayer de faire le tri dans tous ces éléments sémiologiques, ce qu'il est important, c'est de savoir faire un examen rigoureux du patient, en sachant aussi bien interroger l'entourage, que ce soit l'entourage familial ou l'entourage soignant dans l'EHPAD, les personnes qui connaissent bien le patient et son état de base. Ne pas rater les urgences vitales infectiologiques et en particulier savoir dépister les signes de sepsis. Et aussi, ne pas rater les autres diagnostics non infectieux qui peuvent être graves aussi ou sévères, comme une embolie pulmonaire
et donc penser à ces éléments-là. Le premier point devant un patient qui a de la fièvre ou un syndrome inflammatoire est d'éliminer une urgence vitale et en particulier le sepsis ou le choc septique. Pour ça, le programme national, de santé de la HAS sur la prise en charge du sepsis a proposé des scores de dépistage du sepsis. Le score proposé, classiquement, c'était le Quick SOFA avec 3 items. Dans le programme national de santé de l'HAS publié en 2025, il y a un score un peu plus complexe avec 6 items qui contiennent l'âge, la température supérieure à 38, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation qui est en dessous de 95 et les troubles des fonctions supérieures avec la confusion. La présence de 3 ou plus de ces signes fait que le patient est suspect de sepsis avec un risque d'évoluer vers un sepsis de 40 pour un score à 3, et plus le score augmente, plus la probabilité de sepsis augmente jusqu'à avoir 100 de sepsis si on a plus de les 6 critères qui sont remplis. Donc cet élément-là, c'est un score donc qui est intéressant pour le dépistage, mais il ne fait pas à lui seul le diagnostic de sepsis. Et donc il y a tout un tas d'examens et de signes cliniques qu'on va devoir rechercher devant un patient pour essayer de confirmer le signe de sepsis. Le diagnostic de sepsis, ne repose donc pas que sur les éléments du score clinique, mais doit reposer sur un examen systématique qui doit s'attacher à rechercher les défaillances des différents organes qui peuvent être induites par l'infection. La première défaillance qu'on va rechercher, c'est la fonction respiratoire, évaluée par la fréquence respiratoire, qui doit être systématique dans la prise des constantes, qui est souvent oubliée lors de l'examen clinique, la saturation et la cyanose. La fonction rénale va être évaluée par le volume de la diurèse, avec une oligurie, qui est une diminution du volume de cette diurèse. Les troubles de la coagulation, qui sont des saignements spontanés ou des ecchymoses, qui surviennent indépendamment de toute prise d'anticoagulants. Les troubles de la neurologiques, avec les troubles de la vigilance, que sont le coma ou la confusion. Les anomalies hépatiques cliniques, essentiellement avec l'ictère. L'atteinte hémodynamique, avec l'hypotension, la pression artérielle systolique qui s'abaisse en dessous de 100. Et les anomalies de la perfusion tissulaire, que sont les marbrures ou le temps de recoloration cutanée, qui vont être augmentés. Donc ça, c'est l'urgence vitale qu'il va falloir évaluer systématiquement devant tout résident fébrile. Ensuite, l'examen clinique doit rechercher d'autres drapeaux rouges devant un patient fébrile. Au niveau de l'interrogatoire, il va falloir rechercher des terrains à risque d'infections graves, que sont la splénectomie ou la présence d'une neutropénie, par exemple chez un patient qui a une chimiothérapie. Ces éléments-là sont associés à des infections sévères avec des risques de sepsis importants, et donc vont nécessiter une prise en charge rapide, urgente. La présence de matériel endovasculaire, que ce soit un pacemaker, une valve cardiaque, doit faire poser la question de l'endocardite et ne pas faire débuter d'antibiotiques à l'aveuglette sans avoir fait d'hémoculture préalable, sous peine de décapiter une endocardite infectieuse. En cas de chirurgie récente, il faut penser à l'infection de site opératoire, aller regarder les cicatrices. Quand le patient a du matériel implanté, comme une prothèse articulaire, pensez qu'il peut y avoir une infection de matériel aussi. Chez les patients dialysés, en particulier avec des cathéters, le risque est important de faire une bactériémie à Staphylococcus aureus sur ces cathéters-là, et ensuite penser au comptage en période épidémique, en cas de visite aussi de famille, d'enfants, en cas d'exposition des animaux, s'il y a des chats, s'il y a une morsure, une griffure de chat, pensez à la pasteurellose, et le contexte épidémique chaque hiver avec les infections respiratoires, mais aussi en été, on a des cas, autochtones d'arbovirose, ou dans les territoires d'outre-mer, la possibilité d'avoir aussi, en période épidémique, des cas, chez nos résidents d'EHPAD. Ensuite, une fois qu'on a fait cet interrogatoire, qu'on a recherché ces éléments-là, on va essayer d'avoir un examen qui va être le plus rigoureux possible, en pensant à bien examiner le patient de la tête aux pieds, en examinant bien la cavité buccale pour rechercher, comme vous avez sur la droite, des signes d'infection des glandes sous-maxillaires. Vous avez une patiente qui a une parotidite avec une sous-maxillite, une autre patiente qui a cet écoulement purulent au niveau de l'orifice sous-maxillaire, une éruption de zona, une grosse main qui peut être une arthrite chez ce patient, par exemple, qui s'était fait mordre par un chat, ce résident d'EHPAD. Chez les patients diabétiques, examinez bien les pieds à la recherche d'une infection de pied diabétique et pensez à regarder vos patients, y compris dans le dos, pour rechercher un abcès, par exemple, chez cette patiente qui avait une escarre infectée sur un point d'appui au niveau costal. Donc, examinez bien vos résidents
de la tête aux pieds en examinant bien le tégument. Il faut penser, si votre patient a des injections ou des points de ponction, à examiner systématiquement les orifices de ponction des cathéters. S'il a un porte-à-quatre, regardez le site de la chambre implantable. Et pensez aussi à vos patients qui ont de la sous-cutanée, parce que vous pouvez avoir aussi des dermohypodermites ou des réactions inflammatoires au niveau des points de ponction, même si c'est assez rare, mais tout patient qui a des injections en cathéter doit être examiné au niveau des sites de ponction ou d'injection. Une fois qu'on a fait cet examen, on va se poser la question, est-ce que mon résident peut avoir une cause non infectieuse de sa fièvre? Et en gériatrie, on a de multiples causes de fièvre non infectieuse. Dans les formes aiguës, on a l'arthrite microcristalline avec la crise de goutte ou la chondrocalcinose. On a les toxicités médicamenteuses avec les DRESS syndrome, les toxidermies, la maladie thromboembolique veineuse, que ce soit la phlébite ou l'embolie pulmonaire. Et sur des formes un peu plus subaiguës ou chroniques, le cancer, les vascularites comme la maladie de Horton ou les endocrinopathies peuvent être à l'origine de syndromes inflammatoires ou infectieux. Et donc, il faut donc systématiquement les rechercher, en particulier quand le tableau s'est installé sur quelques jours. Le diagnostic ensuite va reposer sur des examens complémentaires, mais ces examens complémentaires ne pourront être interprétés qu'en fonction du contexte clinique. Ils ne sont là que pour confirmer ou écarter les hypothèses et on ne peut pas se fier uniquement sur l'examen complémentaire. Il faut vraiment l'interpréter en fonction du contexte clinique de votre patient. En effet, nos examens complémentaires en gériatrie vont être euh, perturbés par les modifications physiologiques, le CBU, par exemple, vous savez qu'en EHPAD, la plupart des résidents ont une colonisation et s'ils sont sondés, c'est 100 des patients sondés qui ont une colonisation de leur voie urinaire basse. Et donc le CBU, à lui seul, ne permet pas de faire la distinction entre une infection urinaire et une colonisation. Ça va être le contexte clinique et donc pas de signe fonctionnel urinaire, pas de signe de sepsis, pas de CBU. Sinon, vous allez détecter de la colonisation et ça peut être source d'utilisation antibiotique inappropriée. Par contre, un patient qui a des signes de sepsis avérés, avec une hypotension, des marbrures, même s'il n'a pas de signe d'appel urinaire euh, évident, vous pouvez faire le CBU parce que l'infection urinaire et l'infection respiratoire sont les deux premières causes de sepsis chez le patient âgé. D'accord? Donc il faut savoir bien utiliser le CBU à bon escient, ne pas rechercher un ECBU sans symptômes pour ne pas mettre en évidence une colonisation urinaire, mais savoir l'utiliser quand on a un patient qui présente un sepsis. La radiographie de thorax est intéressante pour le diagnostic de pneumopathie, ça fait partie des examens de première intention, mais vous savez aussi que chez les résidents, c'est compliqué d'avoir une bonne interprétation, d'avoir des clichés de bonne qualité, et donc se pose la question éventuellement de faire un scanner à la place si on doit déplacer le résident pour faire un examen. La CRP, les biomarqueurs, d'une façon générale, il faut savoir qu'il y a un certain délai pour que le biomarqueur s'élève et la CRP, il faut plus de 5 heures pour qu'elle commence à monter. Donc, pour un patient qui a un choc septique ou une infection respiratoire avec une CRP normale au départ. À l'inverse, elle va mettre plusieurs jours à se négativer. Donc, pour avoir un patient qui guérit de son érésipèle ou qui guérit de son infection respiratoire et qui a une CRP qui est encore un petit peu élevée et qui va se négativer qu'au bout de 10 ou 15 jours. Donc une CRP normale n'est pas un sepsis ni même un choc septique. Et une CRP élevée ne veut pas dire forcément que le patient n'est pas en train de guérir de son infection. Donc interprétez ça en fonction du contexte clinique de votre patient. Globalement, en fonction de votre interrogatoire et des quelques examens complémentaires que vous allez faire, vous allez avoir trois situations. Soit votre patient, il a un tableau grave avec une déférence d'organes, c'est un patient qui a un sepsis ou un choc septique. À ce moment-là, il va falloir essayer de documenter cette infection le plus rapidement possible, hospitaliser ce patient si c'est un patient qui est éligible à des soins adaptés. Si le patient est en limitation de soins ou en soins palliatifs, se posera la question du transfert du patient. Mais sinon, un sepsis ou un choc septique nécessite une prise en charge hospitalière pour une antibiothérapie adaptée, rapide et secondairement adaptée à la documentation. Si votre infection est typique, que c'est une infection bactérienne avec les signes typiques d'une infection bactérienne comme chez un adulte jeune, pareil, il y a pas trop de questions à se poser. On documente, on fait des hémocultures si besoin, le CBU et on mettra l'antibiothérapie. Et puis ensuite, on a le cas des patients où c'est pas très clair, où on n'a pas de signe de sepsis, on n'a pas les signes typiques, on se pose la question et dans ce cas-là, c'est important d'avoir cet examen clinique qui est très systématique, de rechercher les drapeaux rouges
et de savoir utiliser les examens, complémentaires avec parcimonie et ne pas hésiter à surveiller le patient, à revoir le patient avant de débuter une antibiothérapie, éventuellement en documentant l'infection, en recherchant une infection virale ou en essayant d'éliminer le diagnostic et se peut se poser la question d'une hospitalisation pour ces patients-là, s'ils sont éligibles, pareil, à des soins hospitaliers. La prise en charge d'un patient fébrile, en dehors de l'antibiothérapie qu'on verra dans d'autres, que vous pouvez voir dans d'autres, diaporamas, elle est un peu systématique. Il va falloir d'abord rechercher, la tolérance de la fièvre. Si la fièvre est mal tolérée, on va utiliser antipyrétique avec le paracétamol. On n'utilise pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien en gériatrie du fait du risque rénal et en infectiologie du fait du risque d'aggravation d'une infection, par exemple, le risque de fascite nécrosante en cas d'érysipèle traité par INS. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on les utilise pas. Si on utilise un antipyrétique, c'est le paracétamol. Veillez à la bonne hydratation de vos patients. Chaque élévation de la température corporelle augmente les pertes hydriques et donc augmente le risque de déshydratation. Pensez à prévenir les complications gériatriques comme la phlébite, le syndrome de dénutrition ou d'immobilisation. Quand on a un patient qui a une urgence, que ce soit clinique par la présence d'un sepsis, que ce soit par son terrain, un patient en aplasie fébrile, un patient splénectomisé fébrile, ou qui a des critères de gravité indépendamment de la présence de sepsis, comme une fascite nécrosante, un purpura fulminans ou une pyélonéphrite obstructive, à ce moment-là, on va débuter l'antibiothérapie de façon urgente et probabiliste après avoir commencé à documenter l'infection au minimum avec des hémocultures, un prélèvement urinaire si nécessaire. Dans les autres cas, quand on n'a pas de signe de gravité et qu'on n'a pas de foyer infectieux évident bactérien, il va falloir essayer de temporiser un petit peu parce qu'on a beaucoup de causes fébriles d'origine virale qui vont régresser spontanément et donc il faut temporiser et réévaluer le patient avec possibilité de se reposer sur une équipe paramédicale formée à la recherche des signes de gravité, à la recherche de la connaissance des signes des infections bactériennes pour, essayer de retarder un petit peu cette antibiothérapie éventuelle et se donner le temps, par exemple, d'avoir documenté une infection, avant de débuter l'antibiothérapie, du coup directement documentée. Donc pour conclure, je vous propose 4 éléments clés, devant un patient fébrile, en EHPAD. Là, devant toute fièvre ou syndrome inflammatoire aigu, il va falloir rechercher en priorité une infection, à la différence des formes chroniques où les causes infectieuses sont un peu moins fréquentes. Devant toute fièvre ou syndrome inflammatoire aigu, il va falloir éliminer les urgences vitales, en priorité le sepsis. D'autres infections un peu plus rares comme la fascite nécrosante, les méningites et la pyélonéphrite obstructive doivent être évoquées systématiquement pour être éliminées et discuter du transfert en hospitalisation urgent du patient. Dans les autres cas, une enquête et un examen clinique minutieux vont être menés pour essayer de distinguer les causes non infectieuses des causes infectieuses, y compris les causes infectieuses rares, comme l'endocardite ou l'infection discovertébrale. Les examens complémentaires seront guidés par la clinique et ne doivent pas être faits de façon systématique. Ils ne sont que là que pour essayer d'étayer ou de confirmer nos diagnostics. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à consulter le site du programme Paprika pour avoir les informations complémentaires.